Bonjour à toutes et tous. Notre épisode commence en 1826. Pourquoi en 1826 ? Parce que cette année-là, Nicéphore Niepce met au point un procédé dont il est loin de mesurer les conséquences sur notre vision du monde, la photographie. 5 ans plus tard, Alexander Bell invente le téléphone. Et en 1882, Thomas Edison allume la première ampoule électrique. Enfin, le premier film des Frères Lumière sortira 10 ans plus tard. Dès 1743, le mathématicien Alexis-Claude Clairaut avait soupçonné que la gravité terrestre découverte par Newton devait être source d'erreurs dans les mesures topographiques. Il n'était pas allé beaucoup plus loin dans son analyse, mais grâce à l'industrie, le XIXe siècle confirme certaines anomalies de mesure. Si, par exemple, on cherche à déterminer l'altitude du Mont Blanc par des opérations de nivellement, qui consistent à mesurer de proche en proche des mires parfaitement verticales selon une parfaite horizontale, on n'obtient pas les mêmes résultats selon l'endroit d'où l'on part. Il apparaît donc que le champ de pesanteur terrestre devrait être mesuré concrètement plutôt que modélisé de manière simplement géométrique. En France, Charles Lallemand se lance dès 1884 dans la construction d'un réseau de points d'altitude précises destiné à décrire au mieux le relief de son pays. Mais la mesure réelle de la pesanteur reste hors de portée des appareils de l'époque. Il se contente donc d'un modèle global qui améliore néanmoins grandement nos connaissances géographiques. Toutefois, en 1911, ce problème est relégué au second plan des préoccupations scientifiques par une nouvelle théorie concernant la forme de la Terre, formulée par un Allemand à qui je voue à titre personnel une grande admiration, Alfred Wegener. Dans sa thèse « La genèse des continents et des océans », il suppose qu'en des temps très anciens, il n'existait qu'une seule masse continentale, qui se serait ensuite fractionnée pour donner naissance aux continents actuels, lesquels, d'après lui, continuent à dériver à la surface du globe. Toujours d'après lui, ce mouvement expliquerait la formation des chaînes de montagnes et les tremblements de terre. Pour appuyer sa théorie, il convoque nombre d'observations multidisciplinaires. La géographie, avec la complémentarité des côtes africaines et sud-américaines. La paléontologie et les similitudes de fossiles en des endroits éloignés. La climatologie, qui révèle des traces de changements climatiques inexplicables de manière globale, entre autres. Mais de nombreux scientifiques tournent les idées de Wegener en ridicule en s'appuyant sur la théorie orthodoxe selon laquelle le relief s'explique par le refroidissement de la Terre. Ils lui demandent notamment de désigner la force nécessairement phénoménale qui pourrait générer un mouvement de masse aussi colossal que celle des continents. Et à cette question, Wegener n'a rien à répondre. Son corps frigorifié est retrouvé en janvier 1931 au Groenland, où il continuait infatigablement à chercher des preuves à sa théorie. En septembre de la même année, le géologue Arthur Holmes découvre les mouvements de convection du magma. C'était ça la force, la clé de voûte qui manquait à la thèse de Wegener. Dès lors, la dérive des continents est rapidement acceptée. À quelques mois près, le père de la tectonique des plaques n'a pas connu la reconnaissance de son vivant. La Terre est donc une sphère aplatie de 40 000 km de circonférence polaire et elle est mouvante. Cette fois, plus de doute, on sait tout sur notre planète et la géodésie est promise à mourir du fait d'être arrivée à son achèvement. Eh bien non, pas de chance, car la Terre a encore une carte dans sa manche. Un joker encore plus méchant que celui de Batman et qui promet aux géodésiens de passer leur vie dans un océan d'aspirine. La question de la gravité revient en force. Et si, en réalité, la Terre n'était pas un parfait ellipsoïde ? Si c'était plus compliqué que ça ? Et le doute est confirmé en 1957, lorsque l'on commence à prendre un peu de hauteur avec un individu que je vous présente maintenant. Vous le reconnaissez ? Il s'appelle Spoutnik. Une fois en orbite, la trajectoire du premier satellite artificiel de l'histoire est nécessairement une parfaite ellipse autour du centre de la Terre. Mais on constate que son altitude ne reste pas constante. Elle fluctue, de manière semble-t-il aléatoire. La preuve est faite, la Terre est un ellipsoïde déformé. Une forme pas du tout régulière qu'on appelle le géoïde. Bon, ici les déformations sont bien sûr très exagérées.
Mais pour quelles raisons y a-t-il ces déformations bizarres? Je vous ai dit dans l'introduction de cette série que la forme de la Terre était la surface sur laquelle une bille était toujours à l'horizontale. Mais savez-vous ce que c'est que l'horizontale? L'horizontale, c'est la perpendiculaire à la verticale. Ouais. Et savez-vous ce que c'est que la verticale? Bon, mis à part la perpendiculaire à l'horizontale. La verticale, c'est la direction du fil à plomb. Et, sur une sphère parfaite, parfaitement immobile et de composition interne parfaitement homogène, un fil à plomb pointerait toujours vers le centre de la planète. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur Terre, car elle n'est ni parfaitement sphérique, ni immobile, et surtout, sa composition interne est tout sauf homogène. La répartition des masses à l'intérieur de la planète est très variable et il y a, dans la croûte terrestre et dans le manteau, des masses plus denses que leur environnement immédiat. En vertu du principe de gravité, ces lourdes masses attirent à elles le fil à plomb. Si le fil à plomb est localement attiré, la verticale est déviée en cet endroit. Et si la verticale est déviée, sa perpendiculaire horizontale l'est aussi. Par conséquent, la forme parfaitement horizontale de la planète suit ces déviations et se déforme en fonction d'elles. De plus, du fait des mouvements de convection du manteau, ces masses importantes se déplacent. Et établir un système de coordonnées régulier sur une planète mouvante qui a, de plus, disons-le, l'apparence d'une patate, c'est impossible. En cartographie classique, on a pris l'habitude d'assimiler la Terre à un ellipsoïde idéal qui moyenne les déformations du globe. Cet ellipsoïde, calculé au début des années 80, répond au doux nom de IAG-GRS 80. En lui comparant le géoïde, on voit que la vraie forme de la Terre présente des creux et des bosses sur une amplitude d'environ 200 mètres. Mais maintenant que l'on sait que la Terre est un ellipsoïde irrégulier qui se déforme en permanence, peut-on encore prétendre la décrire avec justesse et encore plus de précision? C'est la question qui nous sera posée au prochain épisode.